Quand on me voyait, souvent les gens avaient l'impression que je travaillais pas. Alors bon, et je leur dis, bah non, je fais de la marqueterie boule. Et alors souvent, les gens pensent que c'est un loisir créatif, vous savez, quand ils ne me connaissent pas. Alors bon, j'explique. Et puis après, quand ils commencent à regarder sur Internet ou à venir, bon là, ok, d'accord, ils comprennent. Mais je sais pas, je dois pas avoir, comme on dit, la gueule de l'emploi. Ça veut dire quoi, avoir la gueule de l'emploi ? À quoi ressemble un artisan selon l'imaginaire collectif ? C'est le mec barbu avec un pull tricoté par sa grand-mère. Vous voyez, c'était ça dans le temps, l'ébéniste. Mais maintenant, c'est fini, c'est plus ça. À 59 ans, Marie-Hélène Poisson n'a a priori rien à voir avec ces descriptions. Déjà, c'est une femme passionnée dont l'enthousiasme est contagieux. Dans ce 3e épisode d'une affaire de famille, notre invité brise les préjugés et nous fait découvrir un autre visage de l'artisan. Une personne de plus en plus ouverte sur le monde, soucieuse de faire connaître son métier et de partager son savoir-faire. Nous vous souhaitons une agréable écoute de ce podcast sur l'entreprise familiale, produit par Orange Pro. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Alors, j'ai rentré cette semaine, j'ai rentré ça. En fait, c'est arrivé dans 4 caisses différentes. Je vous montre dans cet état. Il n'y a plus une marqueterie, le tablier, la caisse ici comme ça, avec les bronzes démontés. Voilà. Et t'as le mécanisme ? Non, c'est le client qui l'a gardé. Le chapiteau, voilà, où il manque quasiment les 3/4 des marqueteries. En fait, c'est un ébéniste qui avait pris cet objet en restauration. En fait, ça lui a fait peur. Donc, il l'a gardé, je crois, 4 ans dans son atelier. Et puis, la personne disait, bon, alors, on en est où ? Et puis, rien. Et j'aime pas tellement, en fait, avoir un objet comme ça, parce que j'espère qu'il manque pas de bronze, j'espère qu'il manque pas l'entrée de serrure. Là, par exemple, je me suis aperçue qu'il manquait les pivots de la porte. Donc, voilà. Donc, alors, petite question. Il est de quelle époque ? Louis XIV, 17e. Oui. Moi, je dirais Louis XIV. D'accord. Oui ? Oui, c'est droit. Oui, il est Louis XIV, bien vu. Ce matin, Marie-Hélène accueille 4 élèves, des habitués dont certains viennent depuis plusieurs années. Chaque vendredi, ils se retrouvent dans l'atelier pour mener à bien leur propre projet en marqueterie boule. J'ai acheté 2 meubles à un château qui a brûlé. Et quand ils ont arrosé le château, ça s'est tombé aussi sur les meubles. Et ça m'a décollé tous les laitons comme ça. Et donc là, j'ai recommandé tous les laitons. Et après, je rattaque à faire ça. Ça, c'est la porte d'un secrétaire. Vous voyez, j'ai déjà commencé. J'ai fait des retouches de plaquage, là, et là j'en ai encore des empreintes. Et vous voyez, il n'y a plus aucun laiton. Alors là, je vais avoir beaucoup de travail. Je suis en train de finir un tableau de Picasso, alors avec une marqueterie un petit peu particulière qu'on appelle la technique Writz. Là, on superpose plusieurs plaquages, vous voyez. Il y a par exemple du bleu, du gris, ou alors ici du jaune, etc., du gris. Et en fait, quand on va poncer ces plaquages, on va découvrir les surfaces qui sont en dessous, ce qui permet de faire avec la marqueterie qui est normalement de l'aplat, là du dégradé. Moi, je suis la première de ces élèves. Je suis arrivée le 31 mars 2019 parce que j'avais une petite travailleuse à refaire. Et elle m'a dit, vous allez refaire ça ? J'ai dit oui. Elle m'a dit, il va vous falloir 2 ans. J'ai dit, tant pis, mais je veux le faire. L'apport de Marie-Hélène, c'est quand même quelqu'un qui a quand même un très haut niveau en technique. Hein. Mais bon, il y a un gros avantage, c'est que Marie-Hélène, elle nous laisse, même quand ça va pas. Et puis quand on craque, elle arrive et puis elle dit, ah bon, alors on va essayer ça. Elle a une très grande intelligence de la pédagogie, ça c'est très utile, quoi. En fait, à chaque fois, ils travaillent sur leur projet et alors, ils me posent des questions, comment on fait ça. Donc c'est ça, et ils avancent chacun sur leur projet. Puis ils chinent, vous voyez là, Nicole vient d'acheter une petite boîte qui nous interroge parce qu'on se demande, c'est pas du plaquage, alors est-ce que c'est de la peinture, est-ce que c'est jamais vu ça quoi. Donc là, ma mère est partie le montrer à mon père, vous voyez. Alors j'étais bien d'accord, c'est du plaquage. Regardez le bois blanc. Ah oui. Voilà, c'est du plaquage. Moi je crois pas. Oh non, je crois pas. Tu vas voir ça pas. Non, ça c'est pas le plaquage. Non, ça c'est du bois blanc. Oui, mais c'est peint dessus. Je te dis que c'est du plaquage. On parie un resto. Allez. Bon,
tu nous autorises Oui, bah, au point où elle en juste est, de de toute penser façon. un tout petit peu là. Oui, vas-y. On va essayer de se mettre dans un petit bout à l'arrière. Attends. J'ai mon resto qui arrive. Alors, quel resto? Où est-ce qu'on va aller dîner, Aurore? Tiens, regarde. D'où c'est du plaquage, ça? Oh, ça regarde. fait plastique, hein. Va le montrer, non. Là, je suis sur une espèce de résine, là. On chope le papier. Voilà. Donc, c'est pas du plaquage. Bon, bah, tu peux me payer un resto. Pardon? T'as perdu. Regarde. Regarde. Oui, et ben Regarde. regarde là, on a poncé. Et là, Oui. tu as en dessous. Non, la- non, regarde. Oui, bah ça, d'accord, c'est du. C'est ça, du bois pas- blanc. Oui, mais mais c'est- par-dessus, Bah, ils ont fait. Par-dessus, ils ont plaqué. Non, c'est pas du plaquage. Regarde quand tu ponces. Ah, c'est de la peinture? Oui, c'est de la Ah peinture. oui, mais c'est pas massif, ça. Ah bah non, on n'a jamais dit que c'était massif. Bah, maman m'a dit que c'était massif. Ah bah alors, tu te débrouilles avec maman, tu me dois un resto. Non, mais oh! Ah si T'as perdu. Tu peux la regarder, hein. Ça va pas Oui, faire le t'as raison. plaquage. Ah, tu peux le redire? Oui, c'est... Bon, n'exagérons pas. Vous l'avez bien enregistré celui-là, hein. Des cours comme celui-ci, Marie-Hélène Poisson en donne depuis près de 25 ans. Elle organise également chaque année un stage davantage à destination des professionnels. L'objectif est clair, faire découvrir son métier au plus grand nombre afin de rompre avec la discrétion habituelle des artisans. Pourtant, il en va aujourd'hui de la survie du métier et de notre patrimoine à tous, estime une cliente de Marie-Hélène Poisson, passionnée d'histoire. Enfin, nous, on a beaucoup de meubles anciens et on ne se voit pas mettre ça à la poubelle. C'est pas possible. C'est notre passé à nous tous. C'est notre histoire et c'est important de le garder, de le transmettre pour l'expliquer. Que les futures générations regardent ça d'une autre manière et le chouchoutent et le protègent. C'est notre patrimoine à nous tous. Il faut rappeler et garder et retransmettre comme vous le faites, et c'est important. Sinon, un jour, il n'y aura plus de mémoire. Il n'y aura plus de mémoire, on sait plus. Vrai, ouais. Et nous, par exemple, on a été contactés l'année dernière par l'intermédiaire du musée Paul Getty. En fait, on a été interviewés, moi et d'autres grands ateliers français, pour conserver en fait nos savoir-faire. Donc j'avais l'impression d'être un peu un dinosaure quand même. Mais voilà, ils ont enregistré ça pour les garder. Parce que c'est vrai que moi, j'ai connu ce vieil ébéniste, en fait, qui m'a dit, moi, je sais faire ce que vous cherchez, je ne le dirai pas, je le garde pour moi. Et donc, moi, je me vois après dans l'atelier en train de chercher comment trouver pour faire ça, de galérer, de passer du temps, arriver à trouver, mais de perdre peut-être plusieurs années pour trouver, en me disant, mais quand même, si on avait transmis le temps qu'on aurait gagné. Mais les anciens, c'était comme ça. On allait dans l'atelier, on cachait tout, mais même à l'époque de mon grand-père et de mon père, on ne transmettait pas. On gardait les secrets pour soi. Il y a des choses qui ont disparu. Et malheureusement encore, il y a des jeunes qui sont comme ça. Ça sert à quoi? Vous ne pouvez pas restaurer tous les meubles de la terre. Moi, ma fille, ok, elle reprend le métier, mais elle ne peut pas restaurer tous les meubles. Même si c'est une niche, la marqueterie boule, il y en a quand même eu beaucoup. Hein, tu ne peux pas tout faire, Aurore. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Ben, moi, j'ai une jeune élève, Cléo, qui a démarré la marqueterie à 8 ans. Et elle a adoré. Et dès qu'elle a une possibilité, elle vient faire un stage. Elle a fait son stage de 3e, un stage de seconde. Et puis pendant les vacances, elle vient. Quand on a le salon, elle est là. Elle veut être sur le stand. Parfois, on la confond d'ailleurs avec ma fille. Et là, elle rentre à l'école boule. Voilà. Et donc, elle veut faire ce métier. Et j'ai eu un jeune homme, maintenant, il y a peut-être une dizaine d'années, que j'ai revu cette année sur le Salon du patrimoine, maintenant qui est un jeune adulte, qui travaille dans le métier du bois. Donc on arrive à transmettre, et donc ça, moi je suis très fière de ça. Pari réussi pour Marie-Hélène Poisson, qui fait pourtant figure d'exception dans le milieu. Aujourd'hui, seulement 20% des dirigeants d'entreprises d'artisanat d'art ont engagé une démarche de transmission. Marie-Noëlle Lecam, conseillère entreprise à la Chambre de métiers Centre Val-de-Loire, par téléphone. Non, malheureusement, il y a pas beaucoup de transmission parce que où le jeune n'a pas forcément envie de poursuivre dans la lignée, où effectivement il n'y a pas forcément matière à pouvoir en vivre par la suite. Voilà. Il faut encourager ces gens qui ont des vraies valeurs. Ce sont des métiers vivants.
En fait, c'est un lien entre le passé et le présent dans tous ces métiers rares. Et actuellement, ce qui me fait un peu peur, ce qui m'attriste, c'est que ça va tellement vite sexuellement, en termes d'image, même des fois trop vite, que je ne sais pas si les gens arrivent à s'arrêter, à retourner en arrière, à reprendre le temps d'eux. C'est ça qui est important, de essayer de garder le temps et de reprendre le temps à voir, à comprendre et pourquoi. Il y a tellement de belles histoires derrière. Face à ces défis de préservation du patrimoine et aux transformations de la société, le monde artisanal est confronté, lui aussi, à une forte mutation. Au niveau des techniques de restauration, il y a quelques évolutions, mais pas tant que ça en fait. C'est assez minime. Dans les mentalités, c'est énorme. Voilà, l'époque a changé. Maintenant, il y a des femmes dans les ateliers. Il n'y en avait pas à l'époque. En fait, moi, j'étais confrontée quand j'étais jeune à deux choses. Un souvenir assez incroyable. Je devais avoir 25 ans. Déjà, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de graveurs. Et j'avais été mandatée dans un grand atelier parisien pour faire de la gravure. Je me souviens toujours de ce souvenir qui était terrible. Il n'y avait que des hommes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Ils m'avaient mis au milieu de l'atelier. Il y avait des vitres autour. J'avais vraiment l'impression d'être la bête curieuse. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, on est à quelle époque comme ça ? Au démarrage, quand on faisait des livraisons, les gens, souvent, me parlaient à moi. Parce qu'il y avait toujours le vieux cliché, c'est l'homme qui décide, c'est vous. Alors à chaque fois, je me retrouvais, je disais, vous savez, moi je connais absolument rien à la marqueterie Ball, mais par contre ma femme peut vous renseigner. C'était assez drôle, quoi. Voilà. Aussi, quand j'allais chez les fournisseurs, je vous assure qu'on m'a dit ça. Je rentrais dans les boutiques, on me disait, mais mademoiselle, vous êtes trompée ici, on ne fait pas de couture ou de choses comme ça. On me parlait comme ça, il y a 30 ans. C'était dingue, quoi. Depuis, on assiste petit à petit à la féminisation du secteur. En 2024, 30% des chefs d'entreprise artisanales étaient des femmes, soit le double en 30 ans. Cependant, même si les profils changent, une difficulté importante persiste, celle de savoir communiquer. Autrefois grande timide, Marie-Hélène Poisson n'échappait pas à la règle. Pour l'aider, elle a bénéficié notamment de l'appui de sa famille. Sa fille, par exemple, l'a poussée à créer un compte Instagram, tandis que son mari Christophe lui souffle quelques conseils tirés de son expérience dans la publicité. Oui, elle s'ouvrait moins et puis elle passe énormément de temps en fait. Donc on est bloqué dans son atelier à sortir des meubles et souvent on ne prend pas un peu de temps ou un peu de recul pour pouvoir savoir comment faire. Mes grands-parents, je n'ai pas de souvenir qu'ils faisaient beaucoup de télé, etc., même s'ils en faisaient déjà à l'époque. On avait plus le côté de l'artisan dans son atelier qui restait un peu dans son atelier et n'en sortait pas. Et ma mère, un moment a été comme ça. Et puis c'est vrai que dans les années 2000, je me souviens quand le métier a commencé à se dégrader, où il y avait beaucoup moins de clientèle, ma mère s'est bougée en fait pour essayer de faire des choses, pour donner des cours, pour faire des œuvres d'art un peu plus modernes, essayer de faire des concours, etc. Et naturellement, en se donnant les moyens, la communication est arrivée, c'est-à-dire des interviews, des choses comme ça. Et naturellement, ça lui a donné une nouvelle visibilité. Oui, je lui ai donné quand même quelques conseils en communication pour pouvoir avoir des contacts de radio, de médias. Ça c'est sûr, oui, parce qu'elle en fait elle connaissait pas. Là par exemple il y avait un guide de la vente de Rouillac. Rouillac qui est un commissaire-priseur qui fait une belle vente aux enchères sur Villandry cette année. Et j'ai dit à Marie-Hélène, mais ce qui serait pas mal, c'est que tu le connais, demande-lui d'avoir une page de publicité dans ce guide qui est transmis à tous les clients qui vont voir à cette vente, et il a un fichier extra. Ah oui, mais tu comprends, c'est compliqué. Oh, mais je vais pas pouvoir lui demander ça, etc. Je dis, si, tu lui demandes. Alors, dans ces cas-là, je la pousse un peu. Et en fait, il a trouvé ça extra. Il a dit, mais oui, bah, pas de problème. Ça sera la première pub. J'ai jamais fait de pub dans ce guide, mais c'est une très bonne idée. Et alors après, elle m'a dit, bah oui, c'est vrai, tu m'as poussé, mais j'aurais jamais fait ça. Ah bah, moi, je suis fier. Je suis fier de voir ma mère et ma sœur briller de par leur métier, de par leur expérience, d'être interviewées, de faire des salons, de faire des expositions. Moi, je trouve ça super bien. Je suis très fier. Rencontrer, partager, rendre visible, c'est justement le but du Salon de l'artisanat d'art qu'organise chaque année en septembre la famille Poisson. Quand on est arrivé ici, au château de Frétais, on était un peu dans le bout du département. Il se passait pas grand-chose.
Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et comme je fais le salon du patrimoine tous les ans et quand je suis en démonstration, je vois toujours que ça a un succès fou. J'ai dit à mon mari, on tente. Et il y a 6 ans, on a créé le premier salon des artisans d'art au mois de septembre. Et on ne savait pas si on allait avoir 50, 200 personnes. On a eu 2500 visiteurs. La première année, on avait 30 exposants. Et le département nous avait dit, mais ça marche bien, votre truc, c'est sympa. Pourquoi vous ne mettriez pas 41 clins d'œil au département? Alors j'ai dit banco. Donc on a 41 artisans et ils sont tous en démonstration et avec des métiers rares. La différence dans ce salon, c'est que ce n'est pas une exposition de la part des exposants, c'est une vraie présentation. C'est-à-dire que tous les exposants doivent travailler sur leur stand afin de montrer leur métier et de faire une vraie présentation ludique de leur métier. Les gens ne se baladent pas en regardant les œuvres, les gens interviennent directement avec les artisans dans le processus de fabrication des œuvres d'art. Le salon des artisans d'art, à moi et mon mari, c'est un peu notre bébé. On y met tout notre cœur et on fait tout, quoi. On plante les piquets sur le bord de la route, on fait la com, je vais à la pêche aux artisans. Je refuse aussi malheureusement beaucoup d'artisans parce que ça ne correspond pas à ce que je souhaite. Je l'aide à sélectionner quelques artisans que je rencontre au fil de mes échanges pour pouvoir lui faire des propositions par rapport à son salon. Donc je fais des petites listes et puis on se rencontre en début d'année et puis là, elle, par rapport à ce que je lui propose, elle fait un choix d'artisans. On a des conférences, on a Monsieur Rouillac, le commissaire-priseur de Vendôme, qui va faire une conférence sur comment regarder un tableau. On a des brodeuses qui vont avoir des stands, dont une brodeuse de Le Sage qui va faire un cours le samedi avec 10 élèves devant tout le monde. Donc ça va être très ludique, ça va être très chouette pour montrer comment on travaille au niveau de la broderie. On a des gens qui forgent en direct, enfin qui travaillent le bois. Et cette année, en invité d'honneur, on a les meilleurs ouvriers de France. Et donc on a 12 métiers tous différents en démonstration des MOF, en plus de tout le reste. On fait un dîner le samedi soir dans l'enceinte des Douves. On fait 220 couverts, nappe blanche, vaisselle chinée, petits bouquets. On essaye de faire quelque chose d'esthétique. On ouvre le potager aussi. Les gens adorent avec un salon de thé, un petit marchand de glace. Enfin, voilà, on a un panel assez énorme, ce qui fait que les gens peuvent passer 2 jours ici sans problème. Son salon, il est vraiment très exceptionnel parce que depuis la première année où elle était déjà très haut en gamme, tous les ans, il y a toujours ce côté qualitatif de la part de tous les artisans d'art présents. Donc, ce sont vraiment de belles rencontres que l'on peut faire. Ah, c'est vrai qu'avec ce salon, on a découvert beaucoup de gens puisqu'on ne connaissait personne et ça nous a ouvert beaucoup de portes. Portes des artisans, portes au niveau du département, au niveau de la région et de communiquer, nous, sur l'atelier, à part des publicités, mais même au niveau des médias, on arrive à bien placer, on a des contacts et ça nous a quand même apporté beaucoup de clients. Vous participez aussi au Salon des artisans d'art en septembre? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Vous voulez que je vous dise ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la vaisselle. Ah la plonge. Et puis il y en a un paquet. Hein. Bah oui, j'imagine. Je sais pas, cette année, on le fera. Ils me font la vaisselle du dîner du samedi soir où on fait 220 couverts. Oui, donc vous ça imaginez? Ah bah c'est de l'exploitation, on peut le dire. Oui, tout à fait. Oui, de la vaisselle ancienne, attention, qu'il ne faut pas casser avec des verres anciens. Oui. Donc, on voulait leur acheter même une petite machine, mais en fait, c'est compliqué pour les branchements. Oui. Donc, ils font ça. Et puis, alors, c'est mon meilleur ambassadeur parce qu'elle est déjà en train de distribuer les cartes pour le salon. Pire que ça, elle donne des invitations. Alors, comme ça... J'ai pas fait attention. Toutes mes excuses. Donc, alors, de temps en temps... J'ai 86 ans, hein. Bon, faut pas demander l'impossible. Hein. Donc, je lui ai dit, maman, c'est un petit peu tôt pour le salon, tu peux attendre encore un petit peu. Donc, oui, non, c'est mes meilleurs ambassadeurs, ça, il n'y a pas de souci. Oui, souvent, je remplace Aurore quand elle est à son stand. Oui, sur le stand, de temps en temps, elle est sur le stand lors du salon. Pour expliquer un petit peu aux clients. Je suis encore dans le bain, encore. Hein. Et les gens adorent ça, oui. Oui. Moi, on m'a pas laissé le choix. On m'a dit, tu vas bosser au salon. Hein. Je fais d'accord. Ok, pas de souci. Et on m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire comme poste? Et tout de suite, j'ai fait, écoutez, papa, maman, c'est la première fois que vous organisez un salon. Vous allez voir, il va y avoir plein de problèmes. Donc, vous ne m'attribuez pas de poste et je le trouverai moi-même le jour J.
Ça n'a pas manqué, hein. Le jour J, j'avais pas une seconde à moi. Et je crois que je fais 40 km par jour à peu près pendant le salon. Quelque chose comme ça. Comme on n'est pas des vrais professionnels de l'événementiel, il y a des choses où on se fait totalement dépasser. Des choses très simples, par exemple l'accès aux voitures. Quand en pleine canicule, on n'imagine pas qu'il va y avoir un nuage de poussière. Alors au dernier moment, il faut absolument qu'on trouve des bottes de paille pour mettre de la paille sur le terrain. Sinon, on voit plus rien sur le salon. Je gère aussi beaucoup les bénévoles parce que je sais que c'est très important, les bénévoles. Il faut qu'ils soient bien pour qu'ils fournissent un travail de qualité. Donc je m'occupe d'eux, qu'ils aient à manger, à boire. Je m'occupe des postes, que tout le monde s'entende bien, parce que c'est vrai que gérer des bénévoles, comme ils sont bénévoles, il faut vraiment être au petit soin avec eux, et c'est même important pour nous parce que c'est une aventure un peu familiale et on inclut aussi les voisins, les amis, etc. Donc c'est une vraie aventure humaine, donc c'est important que tout le monde se sente bien. Donc moi je veille à ça. C'était De l'ombre à la lumière, le 3e épisode de la saison 3 d'une affaire de famille, la série d'Orange Pro consacrée à l'entreprise familiale. S'il vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous, à le partager et à laisser un commentaire. Découvrez également tous nos conseils destinés aux entrepreneurs dans le magazine d'Orange Pro. Nous consacrerons le 4e et dernier épisode de la série au château de Fréthey, un membre à part entière de la famille Poisson depuis maintenant 7 ans. Tout y est imbriqué, travail, loisirs, famille, gommant encore plus la frontière entre vie privée et vie professionnelle.